Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va vraiment prendre le temps de déconstruire les racines psychologiques d'un personnage qui n'en finit pas de faire débat, Cassie Howard. Ce n'est pas juste l'archétype de l'adolescente dramatique, c'est en fait une véritable étude de cas clinique sur les traumatismes profonds, sur cette recherche désespérée d'attention et sur notre rapport très moderne à la notoriété numérique. Le but ici, c'est d'analyser son addiction viscérale à la validation masculine et de voir comment son corps devient une véritable monnaie d'échange social et par extension, vu notre époque, financière, avec l'attrait de l'argent facile et des plateformes comme OnlyFans. Pourquoi la fille qui donne absolument tout finit-elle par tout perdre? C'est une question fascinante, n'est-ce pas? Ça touche directement à la notion de pouvoir et de désirabilité. Pourquoi quelqu'un qui se sacrifie littéralement pour l'amour finit dans l'isolement total, alors que d'autres, qui préservent farouchement leur indépendance, sont adorés? Allez, on plonge là-dedans pour bien comprendre. Et pour ça, il faut d'abord se pencher sur les symptômes purement cliniques de cette codépendance destructrice. Quand on observe son évolution esthétique, on remarque tout de suite quelque chose d'assez troublant. Son corps devient littéralement un outil de transaction. Elle se transforme en permanence pour incarner l'objet de désir ultime, illustrant un besoin presque pathologique d'être choisi. Et c'est une dynamique qui résonne incroyablement bien avec notre culture actuelle. Cette validation en ligne constante, l'hypersexualisation volontaire, tout ça est utilisé pour combler un vide affectif béant, quitte à sacrifier complètement ses propres valeurs fondamentales au passage. Tout ce comportement prend racine dans une immense confusion. L'amour, ici, est confondu avec ce que les psychologues appellent le travail émotionnel. Imaginez un peu l'énergie colossale qu'elle dépense pour modeler son identité, juste pour apaiser les humeurs d'hommes souvent instables. Face à l'inconfort de l'autre, sa réaction immédiate, c'est de muter, c'est d'absorber cet inconfort. C'est une dynamique totalement épuisante qui, paradoxalement, finit par détruire toute véritable désirabilité. Et ce qui rend cette analyse si poignante, c'est à quel point elle est ancrée dans le réel. Quand on se balade sur les forums de discussion en ligne, on voit énormément de personnes partager cette expérience tragiquement humaine. Ce genre de témoignage prouve bien que cette volonté extrême de plaire va bien au-delà de la fiction. C'est le miroir d'une vraie souffrance psychologique, la souffrance de piétiner sa propre vérité juste pour éviter la solitude à tout prix. Et ça illustre brillamment le concept psychologique du soi interdépendant. Imaginez un miroir. Son identité se dissout complètement parce qu'elle ne peut tout simplement pas exister sans un observateur externe pour la valider. Sans un regard approbateur posé sur elle, l'illusion s'effondre. Ça devient un mimétisme constant, comme aller jusqu'à copier trait pour trait la garde-robe de sa meilleure amie, tout simplement parce qu'il n'y a aucun socle personnel solide à l'intérieur pour exister de manière autonome. Cette immense fragilité s'explique par un concept qu'on appelle le lieu de contrôle. D'un côté, on a un lieu de contrôle externe, une vraie mentalité de victime où l'on est intimement persuadé que l'amour, la vie, les drames nous tombent dessus de l'extérieur comme si on n'avait absolument aucune prise sur les événements. Et à l'opposé total, on a le lieu de contrôle interne, bien plus affirmé, qui permet de définir sa propre valeur de l'intérieur en refusant catégoriquement de laisser des manipulateurs dicter sa conduite. Mais pour vraiment comprendre tous ces symptômes de surface, il faut creuser plus profondément, là où se cachent les vraies blessures de l'enfance. Ces comportements extrêmes, ce besoin viscéral d'attention, ça ne tombe jamais du ciel. Passons à la suite pour voir comment tout ça se construit. Il suffit de regarder la chronologie tragique qui a complètement bouleversé son développement. Tout commence par une relation extrêmement fusionnelle avec un père très impliqué, et puis le divorce, suivi très vite d'un drame médical, d'une violente addiction aux analgésiques, et pour finir, l'abandon. Un silence total. Ce départ aussi soudain que brutal a provoqué une angoisse de séparation absolument dévastatrice, qui a fracturé à jamais sa capacité à nouer des relations saines et équilibrées. Et c'est exactement ici que s'active ce que la psychanalyse freudienne appelle le complexe d'Électre. Privé de cette figure paternelle sécurisante, sa tentative de compenser cette perte devient un gouffre sans fin. Donc, le point crucial ici, c'est que la sécurité est désormais recherchée à travers le charme sexuel. Ce besoin maladif d'attention masculine, ce n'est au fond qu'une tentative désespérée de remplacer cet amour paternel qu'on lui a arraché. Cette simple petite phrase, elle résume à elle seule toute l'incompréhension et tout le deuil non résolu du personnage. Ce chagrin immense, combiné à un environnement familial où la beauté physique a toujours été survalorisée, ça crée un terrain de vulnérabilité absolue. C'est la faille parfaite. Celle qui attire irrémédiablement les personnes toxiques, qui sont souvent en passé maîtresses dans l'art de repérer et d'exploiter ce besoin vital d'affection. Maintenant, ce qui est vraiment fascinant avec ce diagnostic clinique, c'est l'observation frappante qu'a faite la communauté en ligne. Ces comportements complètement erratiques, qu'on pourrait très facilement balayer d'un revers de la main en se disant « Oh, c'est juste du drame adolescent », s'alignent en fait avec une précision troublante sur les critères d'un trouble bien réel, le trouble de la personnalité borderline.
Quand on pose les symptômes bout à bout, le tableau c'est clair. On y trouve des efforts effrénés pour éviter l'abandon, une image de soi chroniquement instable, une impulsivité destructrice, des accès de colère inappropriés et bien sûr une codépendance extrême. La trahison de sa meilleure amie n'est plus l'acte machiavélique d'une méchante de dessin animé, c'est en fait la réponse purement traumatique d'une personne profondément brisée. Toutes ces menaces impulsives, cette instabilité, ce sont des boucliers déployés face à la terreur absolue d'être abandonné. Mais le vrai problème, c'est que se passe-t-il quand ces actes impulsifs entrent en collision frontale avec ses propres valeurs? C'est là que la fameuse dissonance cognitive entre en jeu. Quand on est intimement persuadé d'être une fille douce, loyale, une bonne amie, et qu'on agit à l'exact opposé, le cerveau subit un violent court-circuit. Il se met alors à surchauffer, à mouliner à toute vitesse pour rationaliser l'impensable, juste pour éviter l'effondrement psychologique total. Et cette rationalisation frénétique, calculée à la journée près, expose au grand jour la guerre interne qui la ronge. D'un côté, des actes moralement condamnables, et de l'autre, sa conscience. C'est un mensonge fait sur mesure, conçu pour apaiser un esprit en pleine tempête. Sauf que, cette stratégie est vouée à l'échec. Ce conflit insoluble l'amène tout droit au naufrage psychologique, parce qu'on ne peut pas fuir indéfiniment sa propre réalité sans que ça finisse par nous exploser au visage. Et ça nous amène à cette réflexion finale, cruciale. Que se passe-t-il vraiment quand on construit toute son identité sur un reflet emprunté? Cette analyse dépasse de très loin la simple fiction. Elle met en lumière le danger incommensurable de placer l'intégralité de sa propre valeur entre les mains des autres, que ce soit dans les bras d'un partenaire toxique ou sous le regard implacable des réseaux sociaux. Quand l'identité ne tient qu'à un fil, qu'à l'approbation extérieure, que reste-t-il vraiment lorsque ce regard finit inévitablement par se détourner?